nous allons déjà aborder notre première thématique concernant la domination, le terrorisme, l'endettement, le pillage sur le territoire africain. Et je démarre avec vous, docteur Sango. Lorsqu'on parle de France-Afrique, docteur Sango, cela évoque la plupart du temps cette politique sous l'ombre, on peut le dire ainsi, de la France dans sa diplomatie envers l'Afrique. Parfois, le président Emmanuel Macron, lorsqu'il en parle, il cite la politique africaine de la France. Quelle est réellement cette politique africaine de la France, docteur Sango? Dans quel prisme est-ce que vous inscrivez cette politique africaine de la France? Déjà, merci Madame Cassandra Bégoudé. Je vais dire bonsoir à mes co-discutants avec qui nous allons passer l'émission. Et salut également la galaxie panafricaniste que j'ai le plaisir de retrouver encore ce soir après une semaine manquée qui s'explique par le fait que j'étais un peu endeuillé. Pour revenir maintenant sur votre thématique qui est vraiment fondamentale, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est question de parler, n'est-ce pas, du phénomène qui a, n'est-ce pas, empêtré toute l'Afrique, à savoir la France-Afrique. En réalité, il faut partir, n'est-ce pas, de son étymologie, j'ai envie de dire de son origine. Cette expression ou ce phénomène, pour ne pas dire ce processus, remonte, n'est-ce pas, en 1958, lorsque le général de Gaulle fait son retour au pouvoir. Lorsqu'il fait son retour au pouvoir, il va initier, n'est-ce pas, ce phénomène-là qui va, n'est-ce pas, consacrer les relations mafieuses entre la France et les pays africains. Je parle des relations mafieuses parce qu'en réalité, c'est un processus qui va, n'est-ce pas, essayer de servir les intérêts de la France, n'est-ce pas, au détriment des intérêts du continent africain. C'est pour cela que moi, je parle d'un processus mafieux. Donc, c'est le général de Gaulle qui va initier ce processus-là, ce phénomène-là, à l'Élysée. Et depuis qu'il a... Et les présidents qui vont se succéder vont utiliser, ou du moins vont suivre ce chemin-là, j'ai envie de dire, vont mettre, n'est-ce pas, en branle cet outil-là dans leur dynamique, n'est-ce pas, d'exploitation des États africains. C'est-à-dire Pompidou, Chirac, Hollande, Nicolas Sarkozy et même Macron aujourd'hui, n'est-ce pas, se sont inscrits dans cette dynamique-là parce qu'en réalité, c'est le chemin que le général de Gaulle avait balisé pour maintenir en vie, ou du moins en survie, la France en tant que puissance économique. Donc aujourd'hui, il faut donc comprendre que ce processus de la France-Afrique aujourd'hui est en train de rencontrer des difficultés compte tenu, n'est-ce pas, des contextes qui ne sont plus les mêmes. Parce que qu'est-ce que la France-Afrique? La France-Afrique, c'est, n'est-ce pas, l'oppression économique. C'est-à-dire les méfaits de la France-Afrique peuvent être, n'est-ce pas, ici, envisagés, n'est-ce pas, sous un triple prisme, sur le plan économique, sur le plan politique et même sur le plan militaire, d'accord? Sur le plan économique, il est question, n'est-ce pas, de vassaliser les ressources et les matières premières du continent africain, sans toutefois que les pays africains puissent en bénéficier de quel que soit. Donc, on a vécu pendant plusieurs années ce phénomène-là où c'est la France qui décidait, n'est-ce pas, de la transformation et même de la commercialisation des ressources et des matières premières africaines. Il y a des accords qui ont été signés. Et ces accords qui sont dits accords lyonnais, n'est-ce pas, sont révélateurs là-dessus. Lorsque un accord vous dit, par exemple, que le sol et le sous-sol d'un État appartient à une puissance qui est la France, vous comprenez, n'est-ce pas, la vicissitude d'un tel système. Donc, ces accords-là ont perduré et ont expliqué économiquement les relations économiques entre les pays africains et la puissance française. À un certain moment donné même, il y a eu une sorte de confusionnisme, c'est-à-dire on confondait même les États africains à un territoire français. Du moins, dans la tête de la puissance française, les États africains ex-colonies de la France étaient constitués comme étant sa chasse gardée. On parle en géopolitique du précaré pour expliquer tout ce phénomène. Sur le plan politique, il faut savoir que la France-Afrique, c'est non seulement la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire ce système qui voudrait que les chefs d'État
et des gouvernements soient choisis par la France. C'est-à-dire, vous n'êtes pas souverain, vous ne pouvez pas décider de vous-même. Ce n'est pas vous qui choisissez vos dirigeants. Dans cette logique ou dans ce parti préanalytique, la France a choisi pendant longtemps, j'ai envie de dire imposé pendant plusieurs années, des dirigeants aux pays africains, entre guillemets, indépendants. C'est pour cela que nous avons vécu la succession des coups d'État. La succession des coups d'État pour dire que la France-Afrique, c'est aussi l'assassinat des hommes politiques lorsque un président ne sert pas de manière docile les intérêts de cette puissance. Donc, les coups d'État que nous avons vécus en Afrique ne sont rien d'autre que la résultante, n'est-ce pas, de la manifestation de ce phénomène-là dans sa dynamique, n'est-ce pas, existentielle. La France-Afrique, c'est aussi, n'est-ce pas, la colonialité culturelle, spirituelle dans son ensemble. C'est également sur le plan militaire et sécuritaire, avec les bases militaires que nous voyons aujourd'hui en Afrique. Les bases militaires qui sont présentes aujourd'hui en Afrique et dont nous dénonçons tirent ses origines, n'est-ce pas, du processus de la France-Afrique. Il est question d'imposer ou d'installer des bases militaires dans ces pays étrangers, non pas pour lutter contre le terrorisme, non pas pour sécuriser ces États, mais plutôt pour servir les intérêts de ces puissances occidentales, c'est-à-dire, n'est-ce pas, venir en assistance à ce que nous appelons souvent les rébellions. Vous convenez avec moi que l'expression des rebelles, n'est-ce pas, date de cette logique-là, de cette date-là. Parce qu'en réalité, un rebelle, du point de vue étymologique, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est pas d'accord, hein, n'est-ce pas, de quelque chose comme d'un système. Donc, la France-Afrique va donc, pendant plusieurs années, utiliser les bases militaires pour déstabiliser les États qui ne sont pas en droite ligne avec la servitude de leurs intérêts. Vous voyez par exemple dans des pays comme les pays du Sahel par exemple, parce qu'on en viendra là tout à l'heure pour comprendre pourquoi ce processus-là est aujourd'hui confronté à un certain nombre, n'est-ce pas, ici, des difficultés. Dans cette localité du Sahel, la France-Afrique a utilisé les bases militaires pour alimenter le terrorisme et subvenir à leurs besoins et à leurs intérêts. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir une sorte d'essoufflement. D'essoufflement, pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre un contexte nouveau. Nous sommes en train de vivre un contexte où les populations sont de plus en plus conscientes et éveillées, informées de ces enjeux-là. Ce qui fait donc quoi? Ce qui donne donc quoi comme conséquence? Comme conséquence, cette France-Afrique-là est vomi et est éventrée aux yeux et aux yeux de tout le monde. C'est pourquoi certains États, tels que les États de l'AOS, par exemple, ont décidé de ne plus subir ce processus de la France-Afrique-là en prenant une trajectoire différente, celle qui consiste à prendre en main leur souveraineté, c'est-à-dire, à contrôler, n'est-ce pas, ici, avoir un contrôle sur leurs matières premières et leurs ressources naturelles. 2, à disposer politiquement d'eux-mêmes. Et 3, à se sécuriser, n'est-ce pas, techniquement à travers d'autres partenaires. Donc, voilà un peu de manière ramassée ce qu'on peut dire sur ce phénomène de la France-Afrique. C'est le cancer que la France a installé et utilisé pendant plusieurs années pour maintenir l'Afrique sous sa domination. Merci docteur Sango pour cette lecture qui nous permet de planter ainsi le décor de ce sujet. On retrouve Pouga Mbok bien sûr sur ce plateau avec nous. Alors nous parlons de cette France-Afrique installée depuis plusieurs années, à savoir depuis les indépendances sur le territoire africain, du moins entre l'Afrique et la France. Après le décor planté ainsi par le docteur Sango, l'une des interrogations serait celle-ci se manifeste peut-être Monsieur Pouga Mbok, sur plusieurs années, c'est-à-dire sur plusieurs régimes politiques sur le territoire africain. Mais quel est aujourd'hui réellement le fil qui sous-tend cette France-Afrique ?
Déjà, bonsoir Madame Bégoudé, Merci. bonsoir aux co-discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bien entendu aussi l'équipe technique, sans qui nous ne serions pas là. Donc le docteur a très bien démontré ce que c'est que la France-Afrique, qui est d'abord un système politique qui, avec ses corollaires économiques, militaro-industriels et tout ce que cela peut comporter, permet à la France aujourd'hui de pouvoir maintenir une certaine assise. Et cela s'est fait non sans heurts, parce qu'il faut le rappeler, comme le docteur l'a si bien dit, la France-Afrique est née un peu avant nos indépendances. Et ce système est né, enfin, pour permettre à la France de maintenir ce qu'ils avaient appelé la communauté française. Parce qu'en fait, nous ne sommes jamais sortis de ce qu'on appelait la communauté française d'Afrique. Parce que tout était parti du principe que la France devait se tailler la part du lion en Afrique, permettant ainsi de dissocier deux types de colonisation qu'ils avaient installées en Afrique. Nous avions des colonies d'exploitation, dont le Cameroun et la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, et des colonies de peuplement, dont l'Algérie, parce que c'est un cas particulier. Voilà pourquoi lorsque on nous parle des indépendances qui ont été données, vous verrez que les cas ne sont pas les mêmes. Oui. Particulièrement lorsqu'on prend ceux de l'Afrique subsaharienne, il faut se rappeler que le général de Gaulle avait fait une visite en 1958, en débutant, si je ne me trompe pas, en Guinée-Conakry, avec Sékou Touré. Vous vous souvenez très bien qu'il avait demandé de faire un choix, c'est-à-dire vivre sous le couvert de la France ou aller vers la liberté. Et très vite, le grand leader qui était Sékou Touré avait saisi la perche et avait demandé à ce qu'il puisse vivre, même si c'était dans la misère, mais qu'il puisse vivre libre. Tout à fait. Et cela ne s'est pas fait, bien entendu, sans des conséquences dramatiques qui sont toujours connues jusqu'aujourd'hui. Et la France, à ce moment-là, a donc décidé d'installer ce système qui n'est pas né ex nihilo. Parce qu'en fait, la France n'a fait que copier ce que l'Allemagne nazie lui avait imposé durant la période d'occupation. C'est-à-dire installer un système qui lui permet d'avoir tous les éléments qui lui permettent de contrôler l'économie, ponctionnant ainsi tout le pays de toutes ses réserves. Voilà pourquoi on a installé donc le franc CFA, franc des colonies d'Afrique, même si la dénomination a changé avec le temps. Oui. Mais à côté de ça, il fallait s'assurer de ce que le système perdure. Et c'est là nous venons donc sur la question que vous avez posée. Qu'est-ce qui continue à sous-tendre ou soutenir ce système politique? C'est simplement que la France a décidé d'imposer les dirigeants africains au travers d'un créneau qui est bien établi. Oui. Ce que nous appelons ici la réelle politique. C'est-à-dire que si vous ne sortez pas du créneau qui veuille que vous passiez par le Grand Orient de France, vous ne pouvez pas devenir chef d'État en Afrique. Ou si vous le devenez, parce qu'il faut le rappeler, en Afrique, nous avons connu deux types de coups d'État. Nous avons des coups d'État réactionnaires qui venaient, bien entendu, corriger ceux qui tentaient, bien entendu, de sortir de cette France-Afrique-là, ou bien qui voulaient montrer des velléités de liberté, et des coups d'État révolutionnaires, dont le plus populaire est celui du capitaine Thomas Sankara, qui venait ici donc s'inscrire en droite ligne dans une rupture, ou du moins même pas une rupture, parce qu'il se voulait beaucoup plus équilibré au niveau du partenariat, sachant que nous devrions pouvoir avoir des partenaires qui nous permettraient d'avoir des relations gagnant-gagnant. Donc, c'est dans cet état d'esprit donc, que nous avons eu des chefs d'État qui, quand bien même venaient dans un système révolutionnaire, très souvent pouvaient être détournés pour se ranger, bien entendu, dans cette ligne droite que voudrait la France. Donc, c'est ce système politique qui n'a jamais été complètement coupé. Ça, il faut le dire. Et c'est pourquoi, très souvent, je suis sceptique quant au changement de système. Parce qu'en Afrique, on parle beaucoup d'alternance. Mais moi, je pense beaucoup plus que c'est l'alternative au système qui nous sauverait de l'état dans lequel nous nous trouvons. Et pour atteindre dans cette alternative, je ne pense pas que cela puisse passer par des élections dites démocratiques, du moins sous le prisme que nous connaissons. Pourquoi ?
La démocratie élective. Tout à fait. Oui. Même pas la démocratie élective. Elle n'est pas mauvaise en soi quand nous la voyons comme elle fonctionne. Toutefois, ce que nous oublions, c'est que pour qu'une maison puisse avoir des fondations solides, il faut que vous soyez vous-même à la tête du bâti. Vous devez être là pour vous assurer que la fondation soit bien faite, pour que la maison puisse s'élever sans crainte. Par contre, les États africains, du moins les États d'Afrique francophone, n'ont pas été conçus par les Africains eux-mêmes. Non, absolument pas. Tout a été conçu par la France. Et c'est pourquoi même ceux qui viennent avec des mouvements révolutionnaires ont énormément de mal. Pourquoi? Parce que tous les cloisons de ces maisons, de notre bâti, sont contrôlés par la France, à tous les niveaux. À chaque fois que nous essayons de mettre une action qui pourrait contrer cela, elle a tous les éléments qui lui permettent d'embrayer pour vous empêcher de pouvoir évoluer. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont faits, c'est extrêmement difficile. Et un autre pan qui ne nous permet pas vraiment de pouvoir évoluer, c'est le fait que nous ayons été divisés au travers de ce qu'on a appelé la conférence de Berlin et qui a permis d'établir des frontières. Et ces frontières, lorsque nous avons hérité dans des indépendances, puisqu'on nous dit que nous avons été, on nous a donné les indépendances, et qu'il faut rappeler, permettez-moi cette petite parenthèse, le général de Gaulle n'a pas donné les indépendances. Ce qui s'est passé, c'est qu'après le mouvement, comme je l'ai dit ici, tantôt plus tôt, concernant Sékou Touré, il s'est passé qu'un mouvement d'indépendantistes est né, au travers desquels des leaders comme Oumniobé, des leaders comme Houphouët-Boigny, qu'il faut le rappeler, était à la tête d'un mouvement panafricaniste, dont Ruben Oumniobé était le vice-président, avait émis l'idée qu'il fallait lutter contre la présence française en Afrique. Et c'est donc pour contrer ce mouvement de liberté, dont le Cameroun était l'un des foyers. Vous savez très bien qu'il y a une guerre féroce qui a été menée contre les indépendantistes au Cameroun. Et sachant que ce mouvement pouvait contaminer toutes les autres colonies, on a donc empêché, sans oublier que la France avait subi une débâcle en Indochine. Donc il fallait absolument contrer, parce que même militairement, la France n'avait pas les moyens de pouvoir soutenir des mouvements indépendantistes partout. Voilà comment on a donc installé des politiques factices qui permettent à la France de pouvoir contrôler, tout en donnant l'impression, sur le plan informationnel, sur le plan médiatique, que la France, bien entendu, avait donné des indépendances aux pays africains. Merci à vous, Pouga Mbok. On retrouve Linda Labaroui tout de suite. C'est pour discuter toujours de ce sujet. Alors, on a mentionné le pillage dans notre thématique avec la présence française, par exemple, sur le territoire africain. En ce qui concerne les entreprises, par exemple, les multinationales, les organisations non gouvernementales, mais aussi Linda Labaroui, on peut parler de cette double imposition. Comment en est-on arrivé là et comment peut-on en ressortir finalement après des années? Tout à l'heure, Pouga Mbok le mentionnait, cette France-Afrique existe un peu avant les indépendances. Jusqu'aujourd'hui, un fil ou plusieurs continuent de sous-tendre cette même France-Afrique. Le pillage a été constaté dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dans les pays d'Afrique centrale. Des plaintes ont même été déposées à l'ONU contre la France par rapport à cela. Comment en est-on arrivé là et comment est-ce qu'on en sort? Linda Labaroui, bienvenue. Bonjour à tout le monde, à vos invités, à nos téléspectateurs et puis à votre équipe. Écoutez, il faut remonter le temps aux 3 guerres qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne. Et puis là, il y a Bismarck qui décide, justement, ça a été annoncé là, mais je vais rectifier quelque chose. Il y a eu donc Bismarck qui a décidé d'arrêter cette guerre entre la France et l'Allemagne pour le peu de richesse qu'il y avait, le peu de mines de fer et le peu de mines de charbon. Voilà, pour lancer la véritable industrie européenne. Donc, quand il a été décidé de s'arranger, Bismarck a eu l'idée justement d'organiser la conférence de Berlin. Et c'était pour se partager l'Afrique, parce qu'on venait de découvrir que l'Afrique était très très riche. Donc, à partir de ce moment-là,
il y a un mot qui est né, zone d'influence. Ce que nous appelons aujourd'hui la France-Afrique, c'est zone d'influence. C'est un congrès qui a démarré au mois de novembre 1884 et il s'est achevé fin février 1885. Donc ils ont mis beaucoup de temps pour se mettre d'accord. Et à la fin de ce congrès, tout le monde a signé qu'il devait respecter la zone d'influence de l'autre. Nous y sommes toujours, je vais continuer. Mais malgré tout ça, personne n'a respecté personne. Il y a une crise qui est née à Tanger, à l'entrée de la Méditerranée, un axe maritime très important, en 1905. Et suite à ça, il y a une autre conférence qu'on appelle la conférence impériale en 1907 qui a annulé tout ce qui s'était passé en 1885, donc la fin du congrès de Berlin, mais elle a conservé le mot zone d'influence. Et c'est cette crise-là, donc la crise de 1905, et qui a entraîné un autre congrès, c'est la conférence impériale, qui a donné la première guerre européenne, ce qu'ils appellent la guerre mondiale.